Bonjour et bienvenue au webinaire francophone 4 saisons sur la ferme avec Jessica Saint-John. Ce webinaire vous est proposé à travers un partenariat entre la Fédération de l'agriculture de l'Ontario et l'UCFO, l'Union des cultivateurs franco-ontariens. Ce webinaire sera enregistré, donc prenez note, et il sera disponible ultérieurement sur le site feedingyourfuture.ca. Donc, il y a également un autre webinaire en français le mois prochain, le 24 février, au sujet de Partir sa petite entreprise maraîchère par Jeremy Colbeck. Alors, sur ce, on démarre la présentation avec Jessica. OK. Bonjour à tous, je suis Jessica Saint-John. J'ai fait mes études de première cycle à l'Université de Guelph en sciences biologiques et j'ai terminé ma maîtrise à l'Université McGill en sciences animales, plus précisément sur le comportement et le bien-être des vaches laitières. Et je suis maintenant la coordinatrice de recherche et formation à FARCA et la coordinatrice du comité des soins aux animaux à FARCA. Et FARCA est une ferme de recherche laitière biologique située à Alfred, en Ontario. Alors, pendant la présentation, si tu as des questions, tu peux mettre dans les commentaires et je vais reprendre ça à la fin de la présentation. Alors maintenant, on va commencer. Pour ça, je vais arrêter ça. Alors, pour commencer, je vais dire, j'aimerais que cette présentation passera à revue quelques activités et événements agricoles qui auront lieu principalement pendant des saisons spécifiques. Toutefois, cette présentation ne serait qu'un bref aperçu de l'agriculture en général, car il existe tant de possibilités différentes. Par exemple, des champs de culture comme le maïs, le canola, avoir des érables, avoir des animaux de production comme les poules, le bœuf, le lait ou le mouton. Alors, il existe de nombreuses options pour l'agriculture. Alors, selon dit ça, on commencerons avec la saison de printemps. Oh. There we go. OK. Le printemps est une période nouveau départ et de encensement pour la communauté agricole. En principe, l'événement qui arrive le plus dans le printemps pour les agriculteurs est l'encensement. Le semis est souvent loué avant avril ou au début de mai, selon les conditions météorologiques. Alors, les agriculteurs doivent s'assurer que le sol est suffisamment humide pour permettre l'ensemencement des plants. Comme la plupart de vous savent, il y a un risque de gel au printemps au Canada. Par conséquent, le meilleur moment pour semer varie d'année en année et les plus agriculteurs doivent être vigilants de la météo et de l'état du sol. Maintenant que vous avez établi que l'encensement est une pratique courante au printemps, je vais brièvement passer une revue de ce qui est ensemé. Alors, au Canada, les cultures les plus communes sont le blé, le canola, l'orge, le maïs, le soya et d'autres communes comme le seigle, l'avoine, le haricot blanc et les céréaux mélangés. Et ce que les agricultures plantent dépend en réalité des capacités de la région, par exemple le temps et les qualités du sol et les besoins de les agriculteurs. Par exemple, les agriculteurs qui élèvent des bétails pouvant aussi avoir des champs qui poussent du foin et du pâturage pour nourrir les animaux. C'est ce qui passe généralement lorsque les agriculteurs élèvent des ruminants tels que les vaches, des moussons ou des chèvres. Alors, comme j'ai mentionné précédemment, ce que vous plantez peut dépendre de la région où tu vis, comme la qualité du sol, le pH, les éléments du sol tels que l'azote, qui peut augmenter la croissance des racines,
Le drainage de la zone peut également avoir un effet sur les plantes et sur ce que tu pouvais pousser dans le sol. Par exemple, le sol argileux et les sols comme le plus de sable a des effets différents sur les plantes. Par exemple, le maïs préférait un sol bien drainé, alors un sol plus comme le sable. Enfin, les conditions météorologiques générales ont un effet sur ce que tu peux planter. Par exemple, les fruits tropicaux tels que les bananes seraient difficiles à cultiver au Canada car les conditions météorologiques sont un peu trop froides. Un exemple de zone de culture au Canada est le nord d'Ontario, qui parfois avoir une saison de croissance plus courte. C'est pourquoi les cultures annuelles comme le maïs ne sont pas communes de cultiver dans cette région. Aussi, les sols du nord sont souvent lourds, ce qui peut entraîner un mauvais drainage. Cette région pourrait donc être considérée comme une très bonne terre pour le pâturage, mais ça c'est une généralisation et chaque champ est tellement différent. Alors, restez sur le thème de l'encensement et de ce qu'il faut semer. Une technique intéressante pour l'encensement est la rotation des cultures dans les champs. Une rotation courante en Ontario est celle de soya, du blé et du maïs, répétée tous les 3 ans ou avec du foin inclus pour les fermes avec des animaux. Alors, les avantages de la rotation des cultures est la réduction de la population de parasites, la diminution de la résistance aux pesticides, car vous n'avez peut-être pas besoin d'utiliser autant avec la rotation des cultures dans les champs, et l'amélioration de la santé du sol, car le changement de type de racine est bénéfique pour la structure de la sol et le changement de type de culture ramènera également des nutriments dans le sol. Pour s'assurer que votre sol contient les nutriments nécessaires à vos plantes, il est nécessaire de procéder à une analyse de sol. Les agriculteurs utilisent souvent une approche de science du sol pour maintenir la qualité de leurs champs et améliorer leur culture. Comme nous avions brièvement mentionné précédemment, la météo a une influence considérable sur les semis au Canada, ce qui peut rendre difficile la détermination de meilleurs moments pour semer au printemps. Si vous êtes Canadien, vous savez que le temps au printemps peut être très variable. Il fait chaud un jour et fait froid un autre, alors c'est difficile de déterminer le meilleur moment pour en semer. J'aime beaucoup citer le site par Jack Lee dans l'article Sack Farmer que les semis sont une période de l'année incroyablement stressante, mais aussi excellente où nous mettons en œuvre tous nos meilleurs plans et stratégies et nous espérons que tout ira bien. En disant ça, après on ne parle pas des plantes, aussi au printemps, si le temps le permet, les animaux pouvant commencer à sortir en pâturage pour les agriculteurs qui gèrent les animaux. Maintenant, on va parler de l'été. Alors, je sais que nous avons beaucoup parlé d'encensement au printemps, mais ici, s'il arrive que l'encensement au printemps soit difficile, par exemple, parce que les conditions sont trop humides, dans ce cas-là, on doit faire des semis d'été et mis en œuvre. Pour les semis d'été, il est important d'appliquer un engrais approprié après une analyse du sol, afin de déterminer les besoins d'engrais pour améliorer la qualité de votre champ et la croissance de vos plantes. Aussi, les cultures en campagne, ça veut dire les 2 espaces de plantes différents poussant dans le même champ, a les avantages, comme dessous une culture de céréales en campagne comme l'orge,
mais qu'est-ce que ça peut faire est supprimer les mauvaises herbes annuelles et fermer une production rapide contre l'érosion des terrains boulonnais. Mais la mauvaise chose d'une culture d'accompagnement est qu'il y a une compétition avec les forages pour l'humidité, la lumière et la fertilité. Et cela peut être une compétition excessive pendant les mois secs de l'été. Alors, normalement, on ne fait pas ce type de culture pendant l'été. Pendant l'été, les cultures doivent être maintenues et pour certaines cultures doivent être coupées et récoltées. Par exemple, le foin doit être récolté plusieurs fois, il sera donc récolté en été. Pour entraîner ces champs, on pouvait aussi les traiter avec les herbicides utilisés contre les mauvaises herbes et des pesticides utilisés contre les parasites tels que les insectes. Cela fait généralement avec les pulvérisations sur les champs. Tu peux voir ici dans la photo. Lorsque vous utilisez des herbicides et pesticides, vous désirez réduire la dérive de produits pulvérisés. Vous devez donc vous assurer que votre équipement fonctionne correctement et que les bouches sont propres et sûres. De plus, il est préférable de ne pas pulvériser par temps de vento. Comme mentionné précédemment, la rotation des cultures peut réduire la quantité de mauvaises herbes et le travail de sol peut également réduire la quantité de mauvaises herbes dans la chambre. Maintenant, on parle un peu des parasites et je vais parler des parasites sur les bétails, qui est commune dans l'été. Il existe de nombreux parasites tels que les archènes, les parasites internes et les tiques. Mais les mouches sont l'un des principaux parasites qui affectent le bétail pendant les mois d'été. Comme vous pouvez imaginer, les mouches sont ennuyeuses et les animaux ressentent la même chose. Les animaux pouvant être stressés par les mouches, en particulier les mouches qui piquent. Cela peut entraîner une éventuelle réduction de la production, car les animaux dépensent plus d'énergie pour débarrasser des mouches. Les mouches sont également des vecteurs qui sont connus de transmission des maladies. Par exemple, les mouches pouvant transférer la mémite et la pink eye entre les vaches, ce qui est généralement facilité par les mouches comme les mouches domestiques et les mouches faciales. L'agriculture dispense donc des méthodes diverses pour réduire les mouches sur leur ferme. Alors, les exemples de ça, et les pièges collants et les pièges électriques qui étaient de réduire le numéro de mouches dans la grange. Les ventilateurs dans l'étable pouvant aussi réduire le numéro de mouches sur les vaches dans la grange. Les mouches pouvant être repoussées par pulvérisation sur les animaux, où il existe aussi des étiquettes dorées imprégnées d'insecticides. Toutes ces tactiques pour réduire le numéro de mouches sur les animaux comme des vaches. La rotation de pâturage peut contribuer à réduire le numéro de mouches aussi, car à minimiser l'accumulation de fumier à endroits précis. En effet, cette couche de fumier consiste en un environnement idéal pour les larves de mouches et favorisant la reproduction des mouches. Et les mouches, elles sont à cet endroit-là. Si les animaux sont constamment dans cet endroit aussi, ils sont toujours exposés à un grand nombre de mouches. Alors, c'est bien d'avoir une rotation des pâturages. Aussi, si les étables sont propres et qu'on réduit au minimum l'accumulation de fumier dans l'étable, on réduit également le numéro de mouches dans l'étable. Maintenant, je vais parler un peu plus de le pâturage. Le pâturage des animaux pendant l'été peut être considéré comme la source d'aliments le plus rentable disponible pour toutes les productions de ruminants. Cela dépend toutefois du style de gestion de l'agriculture et la disponibilité des terres pour le pâturage. Aussi, il faut s'assurer que les animaux continuent à satisfaire leurs besoins
nutritionnelle. La gestion de pâturage est donc un facteur important pour les agriculteurs qui utilisent ce système. Alors, un besoin important pour la gestion de pâturage est de donner l'herbe suffisamment de temps pour reconstituer après les animaux utilisent le pâturage. C'est pour ça que ça faut effectuer une rotation. Un truc de remarquer est si tu vois 3 ou 4 feuilles d'herbe, c'est un signe de reprise pour la plante. Là, pour le système de pâturage, on peut imprimer un pâturage continu. Ça veut dire que tous les animaux sont sur un pâturage, mais cela dépend du numéro d'animaux qu'on a par rapport à la quantité de pâturage qu'on a. Il est commun que les agriculteurs disposent de quelques pâturages entre lesquels ils font tourner les animaux. Pour mis plus d'animaux sur moins de pâturage, on suggérait une rotation plus rapide des pâturages. Un système de rotation intense des pâturages divisait des pâturages en parcelles. L'idée étant que les vaches sont en rotation tous les 1 ou 3 jours. Les vaches pouvant être permettues plusieurs fois par jour, quand le quart de rotation c'est très intense des pâturages. Il est recommandé pour un système de rotation d'avoir au minimum de 10 parcelles par groupe de vaches et 30 parcelles par groupe pour que les animaux et les plantes puissent obtenir leur plein potentiel. Maintenant, je vais parler un peu à propos de stress thermique qui peut être un danger pour les animaux d'élevage des agriculteurs. Parce que ça peut affecter la reproductivité des animaux. Lorsqu'il y a une augmentation de la température corporelle chez les mammifères, cela peut provoquer une perturbation de la fonction ovarienne, de diminuer la longueur et l'intensité de hormones. Ceci peut affecter à diminuer la reproductivité des animaux. De plus, quand les animaux ont d'énergie pour se réfléchir, cela peut réduire la production des aliments, comme le lait, la viande, les œufs. C'est pourquoi les producteurs mettent en place des moyens de lutte contre le stress thermique. Par exemple, des ventilateurs sont installés dans les tables ou une combinaison des ventilateurs et d'arroseurs. Il est important que si vous utilisez un système d'arrose pour refroidir les animaux, vous incluez également un ventilateur pour induire l'évaporation pour renforcer l'effet de refroidissement. Aussi, pour les vaches, certaines études montrent que le fait de mouiller le dos d'une vache réduit son rythme de réservoir et température corporelle, deux indicateurs de stress thermique. Alors, vous verrez les deux, un ventilateur et un arroseur. Il est aussi important d'inclure des structures d'ombrage au pâturage, telles que des arbres ou des structures artificielles que tu peux voir ici dans la photo avec les vaches de bouffe. Mais maintenant qu'on a parlé de la stress thermique pour les animaux, on va parler de stress thermique chez les plantes. Souvent, une chaleur excessive peut entraîner une réduction de l'humidité dans le sol et aussi dans les plantes consommées. Par conséquent, les plantes auront une réduction de la production car ils n'ont pas assez d'eau. Certaines plantes sont considérées comme tolérantes à la sécheresse, comme la triticale. Cependant, la tolérance à la sécheresse n'est pas une priorité pour les agriculteurs dans le choix des plantes, car ce n'est pas toujours un problème au Canada. Cela dépend du temps qu'il fait en été cette année-là. Maintenant,
nous allons parler d'automne. La récolte est un des principaux événements qui se déroulent en automne. Alors, voici quelques exemples de champs de récolte de maïs et de fèves de soya et la dernière coupe de foin. C'est tout récolte dans les champs au mois dans l'automne. Alors, aussi, certains ensemencements pouvant également avoir lieu pendant cette période aussi. Par exemple, il y a le deuil d'hiver et le seigle d'hiver. Une chose importante qui arrive en automne est le travail de sol qui consiste à incorporer le chaume des cultures dans le sol comme une forme d'engrais et réduire la quantité de mauvaises herbes présentes. Cependant, le non-labour est devenu plus populaire car certaines études ont démontré que le fait de ne pas labourer certains champs de culture comme le maïs est préférable. La fertilisation des champs pour l'automne peut aider à supporter la pression de poussée d'encensement au printemps. La fertilisation des champs est plus efficace lorsque le sol est froid. Afin de déterminer les besoins en éléments nutritifs à inclure dans votre engrais, il faut encore une fois analyser le sol de votre champ. Aussi souvent, lorsque les agriculteurs ont des animaux et des champs, tels que les cultures et les pâturages, ils fertilisent les champs avec le fumier composté produit par les animaux. C'est comme un processus naturel dans la système. Alors, pour les fermes avec des animaux, les agriculteurs doivent stocker leurs aliments pour alimentation hivernale. Pour préparer cette nourriture, on la stocke dans les silos, les balles et les foins pouvant être stockés dans les bâtiments ou enveloppés dans les plastiques de protection. Tout ce sera utilisé pendant l'hiver. Comme une transition, nous allons maintenant passer à la saison d'hiver. Ça peut être un temps de repos pour l'agriculture. Mais, si vous récoltez du sirop d'érable, la principale saison pour faire ça est à la fin d'hiver en février et le début de printemps en mars et avril. Alors, la culture des érables en Canada en fait souvent pratiquée en Ontario, Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Mais la plupart du temps en hiver, les agriculteurs vont surtout stocker et réparer le matériau. Et aussi les agriculteurs qui ont de bétail, ils doivent continuer à s'occuper de leurs animaux, comme nourrir les animaux, les soignant, et en nettoyant les installations. Aussi, pendant les mois d'hiver, c'est une bonne occasion pour les agriculteurs de faire des recherches sur les différentes techniques et technologies agricoles. Par exemple, en participant dans les séminaires et les communications avec les autres producteurs et les experts agricoles. En considérant l'agriculture comme une industrie, les techniques et les technologies agricoles sont en constante évolution. Par exemple, il existe des drones qui peuvent utiliser pour surveiller les champs agricoles, les machines qui aident à déterminer rendement à matière sèche, comme on a parlé de la rotation de pâturage. Cela permet de déterminer quand faire la rotation des animaux dans le pâturage, car il n'est pas toujours évident de savoir quand les plantes n'ont pas assez de nutriments. Il existe aussi de nombreux outils de gestion de troupeaux qui peuvent être relais à vos téléphones ou vos tablettes pour vous aider à gérer les animaux de la ferme. Alors, par exemple, ça va donner le numéro d'animaux, comment ça s'était traité, comment se passe les animaux. Aussi, il existe des colliers moniteurs d'activité qui peuvent donner des détails sur la santé des animaux. Par exemple, si l'animal n'est pas assez actif, cela peut indiquer que l'animal est malade. Et si l'animal est trop actif,
Cela peut indiquer que l'animal est en chaleur, alors prêt à se reproduire. Avec l'avancement de technologies comme les nouvelles machines, comme les machines de labeur, sont aujourd'hui plus efficaces. Alors pour le laboureur, on n'a pas plus besoin de labourer les champs si souvent. Dans l'ensemble, l'agriculture est en constante évolution, non seulement en raison des saisons, mais aussi du développement technologique. Dans l'agriculture, il y a toujours quelque chose de nouveau et excitant à apprendre, et chaque saison et chaque année est différente de la précédente. Alors, merci d'avoir pris le temps d'être ici aujourd'hui. Cette webinaire a été rendu possible par les partenaires entre le FAO et l'Union des cultivateurs franco-ontariennes. J'espère que vous avez apprécié la présentation et qu'il reste maintenant un temps pour une période de questions. Donc, oui, bonjour Jessica. Pour l'instant, je vois pas de questions dans le chat. Donc, si jamais il y a des personnes qui ont des questions, maintenant c'est le temps. Soit que vous pouvez les mettre dans le chat ou les questions, puis on va pouvoir demander ça à Jessica. OK, ben là, on a une question. Donc, combien d'heures par jour représente le travail d'un agriculteur? Alors, ça vraiment dépend de qu'est-ce que les agriculteurs font. Alors, si c'est vraiment comme les champs, tu vas avoir comme plus tu mets tout le temps de champ, comme j'ai dit dans le printemps, c'est vraiment un temps qui est un peu stressant et tu fais beaucoup d'heures là. Mais dans l'hiver, tu vas faire moins. Si tu as des animaux, c'est différents travails comme des fois des pâturages, mais ça vraiment dépend de la gestion de la ferme. Normalement, les fermiers, c'est vraiment comme un emploi de famille. C'est quelque chose que tu vas faire beaucoup d'heures dans la journée, mais c'est beaucoup comme tu fais beaucoup dans le matin, tu as comme un break et après ça, tu fais beaucoup à fin de journée avec les animaux. Et avec les champs, tu as des saisons qui tu fais beaucoup de travail et pas si beaucoup de travail. Plus comme ça. Alors, ça vraiment dépend de ce que tu fais. OK. Une autre question. Donc, à la FERCA, laquelle des stratégies de la présentation utilisez-vous? La présentation comme cette présentation, excuse, c'est juste pour clarification pour la question. Oui, donc pour les stratégies de cette présentation aussi. OK, alors comme qu'est-ce que la FERCA fait à la fin? Oui. Alors, la FERCA est un ferme laitier, alors on a des champs comme avec pour les foins, pour nourrir les animaux et les pâturages. Pour ça, on a mis en place les stratégies de rotation de pâturage pour notre vache. Et aussi, comme c'est un laitier, les employés, ça arrive tôt dans le matin et travailler pour nourrir et faire tirer les vaches. Et après, tu reviens aux soirées pour faire le tirer dans le soir. Alors, il y a des différentes stratégies pour les laitiers, mais ça, c'est seul qu'on a appliqué au fait qu'en termes de cette présentation, on a appliqué les rotations de pasteurisation
On a aussi des arbres dans nos pâturages pour le stress thermique et aussi pour les mouches, on a mis en place comme les trappes qui est comme collant. Alors, on a des stratégies que j'ai mis dans la présentation qu'on fait à FERCA aussi. OK, merci. Une autre question. Quelles sont les données recueillies par les Fitbit des vaches de la FERCA? Ah, c'est une bonne question. Alors, comme j'ai parlé un peu dans la section de technologie, il te donne l'activité de vache. Alors, on sait si une vache n'est pas assez active et elles sont trop actives, alors elles sont en chaleur. Et aussi, les vaches, quand elles sont tirées, les colliers donnent le numéro de vache. Alors, il dit des vaches 400 et ça donne le numéro de combien de lait sa vache donne cette journée pendant la traite. Et aussi, ça donne la ingestion de nourriture des animaux. OK, merci. Je vois pas d'autres questions pour l'instant. Je crois qu'on va clôturer notre webinaire dès ce moment. Merci encore à la Fédération des agriculteurs de l'Ontario, la OFA, et l'Union des cultivateurs franco-ontariens pour avoir fait un partenariat qui a donné libre cours à ce webinaire. Alors, merci encore de votre présence. Et si vous avez d'autres questions, vous pourriez toujours nous contacter à travers l'Union des cultivateurs. Nous vous acheminerons le courriel à Jessica si jamais vous le faites par courriel, sinon par téléphone au 613-488-2929, poste 102. Merci, bonne journée. Merci tout le monde.